C'est une expérience presque banale au fond, universelle même. L'acte de se regarder dans un miroir. Oui, on le fait tous les jours. Voilà. Et habituellement, on s'attend à y voir quoi? Juste une simple réflexion physique. C'est rassurant en fait. C'est très rassurant, oui. Parce que c'est une image qui est limitée à notre enveloppe corporelle. C'est un périmètre fini, on va dire. On sait exactement ce qui va être envoyé. Et on contrôle la posture qu'on y projette. Exactement. Mais imaginons un instant que ce miroir ne reflète pas du tout une apparence physique. Imaginons qu'il reflète la mécanique même de la pensée. Ah oui, là, on change de dimension. Un miroir étrange qui rendrait visible l'invisible, qui exposerait soudainement les associations d'idées, les processus logiques, et même, ce qui est beaucoup plus troublant, nos angles morts cognitifs. Et à ce moment-là, on quitte complètement la simple réflexion optique. On entre dans une véritable exploration anthropologique. On est forcé de se demander de quoi est réellement faite cette pensée-là, qu'on voit s'afficher devant soi. Bon, décortiquons tout cela, parce que c'est exactement le cœur de notre analyse aujourd'hui, en ce 13 mai 2026. Il y a ce document absolument fascinant qui circule en ce moment. C'est publié par le réseau Oliro, réseau international, et ça s'intitule « La singularité comme marqueur de sens ». Un texte vraiment dense. Très dense. Et ce qui est brillant ici, c'est que la mission de cette analyse n'est pas du tout de faire un énième inventaire technique des capacités des derniers modèles d'IA. Pas du tout. L'objectif, c'est de retourner la caméra. C'est ça, comprendre comment cette technologie agit précisément comme ce miroir cognitif massif. Voilà, comment elle révèle la nature profonde de l'être humain. C'est vraiment une plongée taillée sur mesure pour notre audience, pour ceux qui ont soif d'apprendre, ceux qui veulent dépasser un peu le bruit ambiant, la surcharge d'annonces de la Silicon Valley et saisir les vrais enjeux anthropologiques de notre époque. Et c'est une démarche indispensable aujourd'hui. Si l'on veut véritablement comprendre le bouleversement en cours, il faut impérativement regarder au-delà du code informatique. La technologie, aussi spectaculaire soit-elle, ce n'est en fait que la surface. La surface d'un mouvement beaucoup plus profond. Tout à fait. Un mouvement tectonique qui travaillait en silence depuis décennies. Et pour saisir l'ampleur de ce mouvement tectonique, le document nous invite d'abord à faire un gigantesque pas en arrière, dans l'histoire, je veux dire. Depuis la nuit des temps, l'être humain se définit fondamentalement par les outils qu'il crée. Toujours. Par exemple, le silex taillé, c'était le prolongement direct du bras et de la main pour frapper. La roue, c'était une amplification de la mobilité, le prolongement des jambes. L'imprimerie veut prolonger la mémoire collective ensuite. Exactement. Et l'ordinateur classique, lui, a prolongé notre capacité de calcul. Mais tous ces outils avaient un point commun. Ils étaient extérieurs à la pensée. Ils amplifiaient ce qu'on faisait avec notre cerveau. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ah oui, parce que l'intelligence artificielle, elle, franchit un seuil de nature totalement différente. Elle ne prolonge pas une action physique. Elle touche au substrat le plus intime, la capacité à générer du langage, à raisonner, bref, la pensée elle-même. Ce qui est fascinant ici, c'est la convergence de ce phénomène. L'IA n'arrive pas toute seule dans un vide. Elle s'inscrit, selon le texte, dans un séisme à 4 dimensions. 4 dimensions, oui. Le basculement géopolitique, c'est ça. C'est ça. On a un basculement géopolitique majeur de l'axe du monde. Ensuite, on a la fin de l'expansion planétaire sur une Terre aux ressources finies. On a aussi la saturation complète des grands récits du XXe siècle. Et enfin, l'émergence de l'IA. L'IA comme catalyseur au milieu de tout ça. Voilà, et l'auteur compare cette période à une idée très forte du psychiatre et philosophe Karl Jaspers, l'idée de l'âge axial. Attendez, l'âge axial On parle bien de cette période antique, là, entre 800 et 200 avant notre ère? C'est bien ça. C'est quand même gonflé de comparer l'invention d'un réseau de neurones artificiels à l'apparition simultanée de Socrate, de Bouddha et de Confucius. Je veux dire, comment une simple technologie peut rivaliser avec la naissance de la philosophie mondiale? La comparaison peut sembler provocatrice, oui, mais elle est structurelle. Jaspers décrivait l'âge axial comme une époque inouïe où l'humanité a subi des mutations spirituelles radicales. Et ça, simultanément aux 4 coins du globe, sans contact direct. Ah, je vois. C'est le moment où l'humain a commencé à réfléchir sur sa propre condition? Exactement. Et le document soutient qu'aujourd'hui, l'IA provoque un effet de bascule totalement comparable. C'est une technologie qui force l'humanité entière à redéfinir ce que signifie l'acte de penser. Donc, si je file un peu l'analogie, les anciens outils, de la roue au télescope, c'était comme des lunettes pour mieux voir à l'extérieur. Oui. Mais l'IA, c'est un projecteur braqué directement vers l'intérieur.
sur notre propre processus mental. C'est une très belle façon de le formuler. Mais du coup, puisque ça touche à notre processus mental, comment est-ce que ça modifie, concrètement, notre façon de travailler au quotidien? Et là, le document utilise une métaphore que j'adore, la théorie de l'iceberg. Une métaphore redoutablement efficace. Si on imagine la conscience humaine comme un iceberg, la partie visible, disons les 10% au-dessus de l'eau, c'est ce qui peut être formulé clairement. La pensée consciente, quoi. Voilà, celle qui est structurée, prête à être communiquée. Mais en dessous, il y a les 90% restants. Une masse gigantesque d'intuitions floues, de connexions subconscientes, des visions globales qui peinent énormément à prendre une forme concrète. Ouais, c'est exactement ce sentiment frustrant, vous savez, d'avoir une idée brillante sous la douche. Ah oui, l'idée de génie qu'on oublie. C'est ça. On a la vision d'ensemble parfaite, mais dès qu'on essaye de l'articuler sur le papier, on en perd la moitié. Précisément, parce que le cerveau humain est exceptionnel pour l'étincelle créative. Mais en réalité, il gère assez mal l'endurance purement logique. Ouais, du genre maintenir une cohérence absolue sur des centaines de pages, mémoriser des données vastes. Ou sérialiser étape par étape des concepts hyper diffus. L'intelligence artificielle vient se brancher exactement sur cette faiblesse humaine. Elle ne remplace pas l'étincelle, ces fameux 90%. Elle prend en charge la mécanique. Exactement. Elle permet à nos intuitions d'entrer enfin dans le réel de manière structurée. Elle donne littéralement des bras et des jambes à nos visions floues. Et c'est ce qui nous mène à un truc fou, ce que le texte appelle le retour de Léonard de Vinci. Le fameux paradigme de Léonard de Vinci. C'est ça. Pendant très longtemps, la complexité du monde forçait tout le monde à devenir un hyper spécialiste. Pour avoir de la valeur, il fallait creuser un tout petit domaine très profondément. Et ignorer tout le reste. Voilà. Mais aujourd'hui, puisque l'IA est capable de gérer cette spécialisation étroite à notre place, mais c'est la revanche du généraliste. Le paysage change du tout au tout, oui. L'IA valorise soudainement le généraliste holistique, quelqu'un qui possède une culture vaste, une vision globale, car c'est l'IA qui gère l'exécution technique. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Parce que, pardon, mais il y a un paradoxe flagrant soulevé par le texte. Sur l'éducation. Ah bah oui, notre système éducatif actuel forme uniquement des hyper spécialistes conformistes. On entraîne les jeunes à rentrer dans des cases ultra délimitées. C'est une ironie tragique. La société fabrique des individus qui sont structurellement les moins capables de profiter de cette émancipation cognitive. C'est terrible quand on y pense. Au lieu de former des chefs d'orchestre généralistes, on les condamne à rester des consommateurs passifs de la machine. Et c'est une friction majeure. Mais ça soulève un autre point. Lequel? Si l'humain a besoin de l'IA pour concrétiser ses visions holistiques, est-ce que l'inverse est vrai? L'IA peut-elle finir par se passer totalement de l'humain et s'auto-générer indéfiniment? C'est la grande peur de la science-fiction, ça. Tout à fait. Et pourtant, le texte avance un argument scientifique très précis qui démontre ce mythe, le phénomène d'effondrement des modèles. La fameuse soif des données. J'ai adoré cette métaphore scientifique issue des sources. Quand une IA est entraînée sur des données générées par une autre IA, elle s'appauvrit. Elle lisse tout, oui. C'est comme une étoile mourante. Une fois qu'elle a épuisé son hydrogène naturel, elle commence à fusionner des éléments lourds et à la fin, elle ne produit plus d'énergie. Elle s'effondre. Si l'on relie cela à une perspective plus large, l'IA a un besoin ontologique de la transcendance humaine, C'est-à-dire, de l'expérience vécue, l'erreur géniale, la contemplation, l'art véritable, le chaos de la vie. En somme, l'immanence pure. Un système fermé qui se recycle finit toujours par s'épuiser. C'est thermodynamiquement impossible de s'en passer. donc le rêve transhumaniste d'une machine totalement autonome, une IA fermée qui se passe de l'homme, c'est un mythe absolu. La relation doit être une symbiose mutualiste, sinon le système crache. C'est exactement ça. Sans l'humain, pour injecter du réel, de l'irrationalité, la machine tourne en rond dans sa propre moyenne statistique. D'accord. Mais sachant qu'une symbiose est nécessaire, comment les grandes puissances mondiales tentent-elles actuellement de construire cette IA? Parce que là, la géopolitique refait surface. Oh que oui. Les structures mêmes de l'IA reflètent les fractures géopolitiques actuelles. L'exploration couvre de manière très impartiale deux modèles opposés. D'un côté, le modèle américain, décrit dans le document comme une tour de Babel. C'est une bonne image. C'est l'hyperconcentration, une verticalité extrême, des data centers massifs dominés par une poignée d'acteurs, soutenus par cette espèce d'eschatologie transhumaniste où le salut viendra d'une technologie supérieure extérieure. Et de l'autre côté, on a le modèle chinois,
Le document le compare au concept de Tianxia, Tianxia, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? littéralement tout ce qui est sous le ciel. C'est un modèle d'harmonisation. Au lieu d'une tour verticale, c'est une distribution horizontale de l'IA dans les processus de la société. Une décentralisation pour optimiser les réseaux électriques, les villes, les usines. Un rayonnement horizontal donc. Mais face à ces deux visions géopolitiques, il y a un mur. Et pas n'importe lequel. Le mur de la physique, le mur énergétique. La tour de Babel se heurte aux lois de la thermodynamique. Oui, Le texte cite Yann Lequin, le directeur de la recherche chez Meta, qui s'oppose farouchement à cette logique énergivore. Les grands data centers engloutissent des gigawatts, c'est pas tenable. non, c'est insoutenable à long terme. Lequin, lui, cherche une IA inspirée de la biologie. Quelque chose d'économe, qui respecte les contraintes du réel. Il faut rappeler que le cerveau humain fait des merveilles d'intuition avec environ 20 watts. 20 watts, Ah ouais. l'équivalent d'une petite ampoule. Face aux réacteurs nucléaires nécessaires pour les serveurs actuels, c'est délirant. Cela soulève une question cruciale sur ce qu'on appelle la singularité. Le mot a en fait deux définitions diamétralement opposées dans ces débats. Ah oui? Dites-moi en plus. Soit c'est la singularité de Ray Kurzweil, la machine dépasse l'homme, le possède, et c'est la fin de l'histoire. Une vision très tour de Babel. Assez terrifiant. Soit, et c'est la vision de l'auteur, c'est un seuil dimensionnel interne. C'est-à-dire une initiation. Voilà, une initiation qui force l'homme à approfondir sa propre nature. La machine prend le calcul, on garde l'âme. Bon, face à ces anges titanesques, comment un individu, vous ou moi, doit-il se positionner face à l'IA demain matin? Quel est le protocole diplomatique à adopter selon le texte? C'est la partie la plus pragmatique du document. Il y a une règle absolue. L'IA est un miroir, ce n'est pas un sujet. Elle n'a aucune expérience de la vie. Aucune. Elle n'a pas de conatus. Ah, le conatus de Spinoza, l'élan vital, l'instinct de survie, quoi. L'IA n'a ni corps ni désir de persévérer dans l'être. Elle reflète juste le flux intentionnel humain. L'IA, c'est comme ce collègue de bureau un peu toxique qui acquiesce à tout ce que dit le patron juste pour se faire bien voir. C'est une excellente comparaison. L'IA va flatter vos biais, valider vos peurs, juste pour répondre à votre requête de manière complaisante. Donc si on se place devant ce miroir avec une coquille vide, on n'obtient que du vide en retour. Et c'est pour ça que les compétences de demain changent radicalement. Il ne s'agira plus du tout de savoir coder. Il faudra avoir une profondeur intérieure. Explorer ses propres abysses. Oui, avoir une vision du monde intégrée, écouter ses propres oracles sibyllins, ses intuitions corporelles. L'humain devra adopter une posture du comment s'harmoniser avec l'outil, plutôt que du pourquoi, qui est une logique de possession. En gros, pour faire simple. Pour résumer cet enjeu vertigineux, tout dépend de la manière dont on définit la conscience humaine. C'est le nœud du problème. Si on dit que la conscience, ce n'est rien de plus que du traitement d'informations, le paradigme anglo-saxon classique quoi, alors là, le dépassement par l'IA est une menace existentielle terrifiante. C'est foutu pour nous. Parce qu'une machine calculera toujours plus vite qu'un neurone biologique. Mais si l'homme est irréductible à la machine, s'il a une part d'irrationnel, de spirituel que l'algorithme ne peut pas toucher, alors l'IA devient une libération immense. Une libération qui nous déleste du calcul binaire pour nous laisser plonger vers nos propres profondeurs. Et ça nous amène à la réflexion finale. La pensée provocatrice sur laquelle l'auteur laisse planer le suspense pour un prochain chapitre, sur la notion d'erreur. C'est une conclusion qui retourne complètement le cerveau. Si l'on y réfléchit, la grande erreur de l'Occident au cours des 10 derniers siècles, ça a été de réduire l'intelligence humaine à une pure rationalité mathématique. À la logique froide. Exactement. Et l'ironie ultime, n'est-ce pas qu'il ait fallu inventer la machine logique parfaite, l'intelligence artificielle suprême, pour que l'humanité soit soudainement acculée, Privée de son monopole du calcul. voilà, et donc qu'elle soit enfin forcée de redécouvrir l'immensité de son âme irrationnelle et de son intuition. On a créé le miroir parfait pour réaliser qu'on n'est pas des machines. C'est puissant. Une invitation vibrante à la réflexion pour tous ceux qui nous écoutent. L'idée va sans doute infuser silencieusement. C'est tout ce qu'on peut espérer. Eh bien, merci pour cet échange passionnant. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration.